Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mark Auburn, auteur des livres 0,001% dont j'ai déjà parlé sur la page Instagram, mais aussi de Fragments d'éternité, Vous pour toujours. Mais aujourd'hui, c'est pour parler d'un livre à paraître dans quelques temps en France. Et ce livre, c'est Ouragan. Alors moi, à la base, je t'ai contacté, Marc, c'était pour parler de ce premier livre, 0,001%. Un livre qui donne une perspective bien singulière sur le voyage hors du corps et ce qu'il est possible de vivre en fait. Et quand je t'ai contacté, tu m'as parlé de ton livre à sortir. Alors j'ai dit, bah banco, allons-y, hein, ça me fait une lecture de plus. Moi, je suis toujours preneur. Et donc, c'est de ça qu'on va parler. Mais avant, j'aimerais que tu te présentes aux auditeurs, s'il te plaît. Alors, biologiquement, j'ai grandi dans une petite ville de province de l'Ouest, une existence paisible, tranquille, dans la campagne. Très tôt, j'ai beaucoup aimé lire, donc je lisais énormément quand j'étais enfant. Et ce qui fait que j'étais bon en français et en orthographe, j'étais même très bon, parce que je lisais à l'âge de 8 ou 9 ans, 4-5 livres par semaine quand même, des livres d'adultes. Donc je passais mon temps à ça. D'accord. Euh, Donc, je fais un saut rapidement. Les expériences psy sont arrivées tout de suite, en fait, parce que j'ai toujours nagé là-dedans. Pour moi, c'était la normalité, c'est toujours la normalité. C'était simplement quelque chose qui n'était pas évoqué par les autres. Et ça, un enfant comprend très vite que quand personne ne parle de quelque chose, c'est que c'est tabou. Donc, j'en parlais pas. Mais pour moi, c'était évidemment, en tout cas pour moi, c'était la chose la plus importante qui soit, en particulier les voyageurs du corps. Des moments de liberté, de légèreté totale. Et bon, alors, après les études, j'ai fait un bond euh, dans le monde du business, D'accord. où j'ai passé pas mal d'années. Oui. Excuse-moi, oui, c'est-à-dire je suis rentré Oui, dans une vas-y. boîte à un niveau relativement bas et j'ai monté rapidement les échelons puisque j'avais de très bons résultats. D'accord. Donc voilà, je doublais mon salaire au début, les premières années, je doublais mon salaire tous les 2 ans. D'accord, ok. Donc assez rapidement, j'étais à l'aise, mais je travaillais beaucoup. Et tout en étant évidemment intéressé en dehors de la vie matérielle, de la vie familiale, puisque j'ai été papa très tôt. À 22 ans, j'avais 2 enfants. Oui, Et donc, effectivement. je devais m'occuper de ma petite famille et de la vie matérielle, tout en continuant à porter mon attention sur ce qui m'intéresse le plus, en fait, et à explorer encore plus ce que j'appelle la réalité, qui est la réalité, en fait. Et donc j'ai une carrière assez rapide en termes de promotion, jusqu'à des postes de cadre supérieur et voire de cadre dirigeant à la fin. Et j'ai toujours des résultats hors normes. Enfin, oui, dans ces grosses boîtes, j'ai des résultats hors normes. Et j'avais une personnalité telle que j'avais acquis sur les tatamis, puisque j'ai fait beaucoup de judo, de sport de combat, du judo principalement. Et ça m'a forgé à la fois le physique et le mental. Donc pratiquement dans tous les endroits où je suis passé, on m'a appelé Rambo. J'avais cette mentalité-là. Je dois dire que ça m'est toujours pas passé, hein. J'ai plus 30 ans, mais c'est toujours le nom qu'on me donne dans les salles de sport, hein. Voilà. Je m'entraîne avec un coach sportif, par exemple, hier soir, non, avant-hier soir, et quand le coach s'entraîne avec moi, le prof c'est moi, parce que j'ai la hargne. Quelque chose. Donc c'est un état d'esprit que j'ai Ouais. conservé dans le business qui faisait aussi que je me calais pas dans les cadres institutionnels donnés par telle et telle école de pensée, que je regardais les choses telles qu'il me semblait qu'elles étaient et je prenais des décisions en fonction de ce que. Ce qui fait que ces décisions étaient la plupart du temps, c'est pas à chaque fois, mais quand même très souvent adéquates. Et ce qui m'a permis de gravir les échelons rapidement. J'étais identifié comme quelqu'un de talentueux dans ma partie. Et j'ai eu la chance de tomber dans une société au départ où je suis resté 14 ans, qui a reconnu ça, qui m'a poussé, qui m'a accompagné, qui m'a formé et qui m'a payé. Très bien. D'accord. Donc j'étais aussi entouré de personnes performantes et ça a été l'univers que j'appelle l'univers anglo-saxon qui est basé sur la rationalité, les résultats, la transparence. Moi, j'aime bien ce monde-là. C'est un monde rude, mais c'est mon éducation et ça va bien avec mon côté teigneux sur les tâtés. Donc, j'ai passé en gros une vingtaine d'années dans une carrière
plutôt réussi, ou dans lequel, alors, ça dépend ce qu'on considère comme réussi. Mais bon, j'ai gagné de l'argent, beaucoup plus que la moyenne, jusqu'à ce que je décide de créer ma boîte. Et je me suis lancé dans des affaires beaucoup plus petites, mais au moins qui étaient les miennes. Et sur lesquelles je ne donne pas trop de détails pour l'instant, mais c'est rigolo parce qu'il y a de ça quelques 3 ou 4 mois, il y a une de mes anciennes salariées qui m'a contacté, qui s'appelle Céline, et elle a témoigné dans une de mes pages Facebook. C'est quelqu'un que j'avais embauché, mais qui avait fait une expérience au seuil de la mort. En fait, elle avait voulu provoquer sa mort avec son compagnon de l'époque. Elle avait pris, il voulait se suicider, donc ils ont foncé dans un mur. Alors lui, il est mort. Bah, ils ont foncé à toute allure dans un mur. Et elle a vécu une expérience de ce qu'on appelle une NDE maintenant, mais qui s'est prolongée dans un coma de 10 jours. Et donc, quand je l'ai rencontré, on a parlé de ça et je lui ai expliqué un certain nombre de choses. Est-ce qu'il y a un hasard? Mais par le plus grand des hasards, il y a donc l'année dernière, elle m'a recontacté en disant, ouais, j'ai appris que vous faisiez des vidéos et tout ça, et que vous m'aviez expliqué, que vous aviez donné des mots et des concepts à ce que j'avais vécu, qui était très fort. Et on voit que la boucle se retourne, c'est-à-dire plus de 20 ans après, cette personne a évolué en fait, parce que ça lui a permis de vivre son expérience personnelle et de l'intégrer dans sa vie biologique, parce que c'est irracontable. Quand elle essaie de le raconter, quand elle essayait de le raconter à qui que ce soit, il n'y a personne qui l'entendait, tout le monde disait bon, t'as déliré. Voilà, je boucle la boucle. Euh, donc on s'aperçoit que ce qu'on fait, ce qu'on a fait dans le passé pour mettre au courant les gens de quelque chose qui est absolument réel, c'est bénéfique. Alors même s'ils sont peu nombreux, je me suis dit que finalement c'était une bonne chose que de les informer. Et c'est pour ça que j'ai été amené, mais voilà, je savais depuis longtemps que je ferais ça, mais j'ai été amené à écrire le premier livre, qui est un livre de témoignages, euh, très cru, hein, de ce que j'ai vécu moi. Ah oui, Alors, oui, effectivement, tu vas pas par quatre chemins dans les termes que tu emploies. non, c'est direct, et puis bon, je sais que c'est probablement très prétentieux, peut-être égocentré, etc. N'empêche que j'ai voulu expliquer les choses telles qu'elles sont. Mm. Comment j'ai vécu, par exemple, le fait d'acquérir la capacité de voir les lumières autour du corps, le champ d'énergie et l'aura. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Si on me demande dans 50 ans de raconter l'histoire, je pourrais pas dévier d'un millimètre, j'ai raconté exactement comme ça s'est D'accord, passé. ok. Les voyageurs du corps, les souvenirs de vie antérieure et bien d'autres choses encore euh, que j'ai euh, que j'ai raconté dans ce livre. Je pensais pas que ça donnerait lieu à beaucoup plus que ça. Et je m'étais adressé, d'où le titre du livre d'ailleurs, à une petite minorité qui était déjà au courant des phénomènes, donc pour leur donner un peu plus de détails. J'ai écrit le livre que j'aurais aimé avoir entre les mains à 15 ans, par exemple. Voilà. Je pense à écrire le livre que j'aurais aimé avoir entre les mains à 8 ans. Je n'ai pas encore écrit celui-ci, mais qui Ça m'aurait va venir. renseigné. D'accord. Mais oui, comme tu dis, après, pour en revenir aux EMI, comme tu dis, dans tous les témoignages qu'on écoute, euh, les gens ont du mal à poser des mots sur ce qu'ils ont vu, Hmm. en fait. Ils n'arrivent pas à décrire, il n'y a pas de Alors symbolique, c'est enfin, dû à de plusieurs facteurs, langage. ça. D'abord, ils sont pas, entre guillemets, leur corps biologique n'est pas habitué à formuler ça. Ensuite, le corps biologique a censuré un certain nombre de faits qui se sont déroulés quand ils étaient hors du corps. Hmm. Parce que la question, c'est plus pourquoi ces gens-là, ils savent très bien qu'ils ont oublié une partie de leur expérience, voire une partie très importante. Et qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui se souviennent plus ou moins, et d'autres plutôt moins. Donc là, je me suis posé la question assez tôt. Pour moi, ces expériences-là, euh, elles ont toujours eu lieu. C'est-à-dire que quand j'avais 6 mois, 4 mois, 3 mois, ça arrivait. Donc, c'est la normalité. La normalité, si ce n'est que mes parents n'avaient pas l'air au courant. Donc, moi, j'étais Oui. dans mon petit livre, je raconte, et j'étais hors du corps. D'un seul coup, la pièce était remplie de lumière. Je me demandais ce que c'était que ces lumières qui dansaient. Et le nombre de fois où j'ai regardé d'où peuvent venir ces lumières, alors j'étais un petit gamin, je marchais à 4 pattes, je comprenais pas d'où ces lumières venaient la nuit, alors que le plafond m'arrivait en pleine figure, et puis qu'après, je me baladais sur les toits. Donc, moi, il n'y a pas eu un début à proprement parler dans cette vie-là. Ouais, c'est ta réalité à toi, en fait.
Voilà, ça a été réel depuis le début. Et je savais que c'était plus réel que là. Voilà, donc c'est ce que j'ai essayé de transmettre dans ce livre, des anciennes normalités. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer aussi dans le Ouragan qui va sortir, qui est en train de sortir, qui est sorti en Inde il y a 2 mois. C'est, à mon sens, une normalité normale. C'est rien de spécial. Je n'ai pas l'impression d'être un individu à part. Et par rapport aux mémoires que j'ai d'autres civilisations, je veux dire non terrestres, je suis un gros handicapé. Ça, c'est une grosse frustration. C'est une énorme frustration chez moi. Donc, bon, je peux rentrer dans les détails, mais bon, voilà. En résumé, il n'y a rien d'exceptionnel. Il y a une nouvelle normalité qui, à mon avis, va se réinstaller sur la planète. Et cette normalité va faire que les gens prendront conscience de leur faculté psy. Alors, le psy, c'est pas le voyageur du corps. On est dans une autre catégorie. Pour moi, c'est très clair, ça. Mais ils vont être capables de comprendre ce que c'est que l'énergétique, la télépathie, la vision à distance. Et ils vont, pour beaucoup d'entre eux, ils vont comprendre ce que c'est que le fait de sortir de son corps vraiment, sans mélanger avec la vision à distance, par exemple. D'accord. Donc cette normalité, on le sait, nous les voyageurs, va se réinstaller sur la planète, dans cette humanité-là. Donc à quelle vitesse, ça sera lent, mais bon, on a le temps de toute façon. Ça sera pas dans 10 ans, ça sera pas dans 15 ans, c'est un phénomène progressif. Tu penses que Donc, tu penses que ce sera de notre vivant ou pas? le phénomène continue, c'est-à-dire que même déjà, tu peux observer, toi, tu es un jeune garçon, tu es un jeune homme, tu peux observer que par rapport à ce qui se passait dans ton enfance, on parle beaucoup plus facilement de ces choses-là. Ah oui. Euh, Moi, quand je vivais ces expériences, quand j'étais ado, euh, c'était bien avant que des auteurs français ou même étrangers aient écrit quelque chose à ce sujet-là. Ou alors des vieux bouquins, comme Hiram avait écrit au début du XXe siècle, tu vois. Hmm. Donc, mais bon, je savais pas que ces bouquins existaient, moi. Le premier qui m'a permis d'avoir un écho à ce que je vivais, c'était un type qui s'appelait L'Aube sans grand pas, qui était diffusé déjà depuis pas mal d'années. Et je tombais sur un de ses bouquins, je dis, bah voilà, ce type-là, il raconte les choses telles qu'elles sont. Et moi, j'ai jamais vu dans les ouvrages de L'Aube sans grand pas que j'ai bouffé à l'époque, le moindre truc qui contredisait ce que je vivais. Donc pour moi, c'était pas un usurpateur. Et pour moi, c'était quelqu'un qui disait les choses telles qu'elles étaient. Après, il y a eu aux États-Unis Robert Monroe, j'ai découvert ça sur le tard. J'ai dit, bah, ouais, très bien. Et d'autres personnes dont tu évoquais tout à l'heure aussi. Mais pour les voyageurs naturels, tout ça, ça ne fait que dire on n'est pas tout seul. C'est tout ce qui se passe. On n'est pas tout seul à D'accord. vivre ça. Voilà. Et les mots sont difficiles. C'est une bonne nouvelle et c'est encourageant alors. On le sait aussi parce que à la longue, on finit par rencontrer d'autres voyageurs. Mais pas tout de suite. Moi, j'ai rencontré lors de mes voyageurs du corps d'autres voyageurs, mais pas tout de suite, tout de suite. Je me baladais juste autour de la maison de mes parents. Tu vois, dans 200 mètres, 300 mètres autour. Quand j'étais vraiment petit, ça me suffisait. Parce que déjà, c'est la grande liberté, même d'aller sur les toits, de se balader, d'aller rentrer chez les voisins, ce genre de trucs. Bon, voilà. Euh, on viole l'intimité des gens, mais on s'en rend pas compte. Puis on fait pas de mal non plus. Mais moi, je faisais ça. Voilà. Personne me disait que c'était mal. Ça n'existait pas pour les adultes. Donc, si on veut parler d'Ouragan, Ouragan, il est divisé en 4 parties. Il y a, premièrement, une histoire personnelle qui, je préviens les lecteurs qui vont acheter le bouquin, qui n'est pas à mon avantage. Hein, tu l'as lu, le livre. Ouais. Hein, Mhm. moi, quand j'ai fait l'interview avec Kate de Média 442, c'est une interview qui est sortie hier soir sur Média 442. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais Kate m'a dit, écoute, j'ai pleuré en lisant ton livre. Bah oui, enfin, c'est vraiment une mise à nu en fait. Tu racontes vraiment toute l'histoire qui t'est arrivée justement, et Donc voilà, c'est ça c'est la fort. première Faut le partie. faire quoi. Et, ouais, c'est bon, voilà, mais en même temps, plein de gens vivent des trucs difficiles et c'était difficile Oui, pour oui. moi. Et je prétends pas être quoi que ce soit d'évoluer. Voilà, j'ai été pris dans la tourmente. Dans une tourmente qui était vraiment assez compliquée pour moi. Probablement la chose la plus difficile de toute ma vie, en tout cas jusqu'à présent. Et ça, c'est la première partie du livre. L'autre, la partie suivante, c'est que je tire des enseignements de cette expérience-là. Et ensuite de mes souvenirs de vie passée qui sont très précis et très nombreux. Et c'est comme ça, je ne les ai pas demandés, ils sont apparus de manière spontanée, mais très rapidement. Euh, pour moi, l'étrangeté, c'est de ne pas se souvenir. Voilà, c'est tout simplement ça. Mais je me rends compte qu'il y a Mhm. quand même beaucoup de gens qui se souviennent. Et se souvenir, c'est pas avoir, je répète souvent ça, mais c'est pas avoir la vague impression d'avoir été, je sais pas, égyptien en voyant les pyramides. Ça, c'est pas un souvenir, ça.
Le souvenir, moi, parce que ça a émergé cette vie-là, j'ai eu au moins une vie en Égypte. Il n'y a pas longtemps, j'étais avec mon épouse, Anne, et puis elle m'a invité à expliquer ce qui me passait dans la tête. Puis d'un seul coup, j'ai vu des pyramides. Et ma première phase, ça a été de dire, bah, pourquoi les pyramides j'ai aucun souvenir de vie en Égypte. Et tout le reste a suivi en cascade. Donc j'ai vu comment on cultivait les champs, comment les gens étaient habillés, comment on fabriquait les chaussures, les étals des marchés, les discussions que j'avais, bon, j'étais femme, avec mes copines, les discours même sur les bijoux, etc. Je me suis souvenu d'un moment précis dans lequel je suis allé dans cette espèce de marché, il y avait un cagnard, du tonnerre de Dieu, mais il faisait très bon. Et j'hésitais à prendre tel et tel bijou, mais je suis souvenu de tout ça extrêmement précisément. S'il fallait que je raconte tout en détail, j'en aurais pour des heures, tu vois. Donc c'est ça, ce souvenir de ces vies passées. C'est pas avoir, il me semble que j'ai dû être indien ou j'ai dû être ceci, cela. Non, ce souvenir, c'est avoir des millions de détails, comme on a des millions de détails sur notre vie biologique actuelle. Alors, c'est pas du tout un handicap. Le corps biologique est capable de s'adapter à ça et d'héberger, bon, pour moi, c'est 20-25 vies à peu près, et dont 2 vies en dehors de cette planète. Je sais que j'en ai eu d'autres, mais pour l'instant, honnêtement, ça me suffit. Oui, je viens de croire. Je vais te donner la primeur, puisque c'est récent. Là, tu as la primeur pour le coup. Euh, Mon épouse Anne m'invite souvent à lui raconter les choses, hein. Elle me dit, bah, par exemple, qu'est-ce que tu fais quand tu rentres du boulot, quand tu es sur ta planète et que tu es scientifique, la planète que j'appelle SS3. Bon, ça, je me suis pas cassé la nénette pour redonner ce nom-là. Mais j'en parle dans le livre. Et donc, sauf que les souvenirs, il suffit que je me pose dessus, ils remontent. Donc, je revois quand je rentrais chez moi, voilà, ce qui se passait, ce que je faisais. Et puis là, l'autre soir, c'était il y a 2 soirs, je me dis, mais j'aimerais bien voir ma tronche, tu vois, ma tête biologique. Parce que je me souvenais parfaitement, bon, de mon corps, mes mains, mes bras, mon corps, mais c'était pas un corps humain, comme j'expliquais. Mm. Et simplement, je me suis placé dans la position de rentrer chez moi et puis de me regarder dans quelque chose qui reflète mon image, et paf, ça m'est revenu. Franchement, j'ai mis 2 jours à m'en remettre, hein. C'était il y a 2-3 jours. J'ai oh là là. Mais donc même à Anne, j'ai pas donné les détails parce que si un jour je croise quelqu'un qui me parle de cette espèce-là, qui me donne des détails que je connais, je saurais que, tu vois ce que je veux dire. C'est un indice que Ouais, j'ai transmis c'est à ça. personne. Très bien. Oui, oui, Tu vois, c'est. parce qu'il y a des spécificités que tu peux pas inventer. Enfin, bon, c'est comme ça. Voilà, donc, bon, sur le coup, ça m'a fait drôle parce que, comme ça m'a fait drôle quand j'ai commencé à remémorer des vies passées en tant que femme. Parce que là, je peux pas dire que ce soit une espèce de transgenre où j'ai pas de, bon, tu vois, sexuellement, je suis très polarisé, on va dire. Mhm. Ça n'a pas toujours été le cas dans mes vies passées, hein. Donc quand j'étais en Grèce, par exemple, j'étais amoureux d'un gars. J'ai jamais eu Mhm. de sexualité, par contre, de toute ma vie, hein. Voilà, qui a été très courte, mais mon amour, la personne dont je pensais, bon là aussi j'en parle, c'était un homme. Donc l'homosexualité était chez nous tout à fait admise et courante, ne posait aucun problème. Donc par contre, quand j'ai commencé à partir de ce corps biologique à me souvenir de vie de femme, avec les détails qui vont avec, hein, ça fait un peu drôle, hein. Ça m'est arrivé dans la vingtaine, au début de la vingtaine. Ah, c'est un peu comme si je mettais la main gauche dans le bras droit, tu vois, je me suis senti Oui, oui. bizarre. Voilà, bon, Mhm. après on s'habitue. Voilà. Mais c'est aussi pour ça que je comprends un peu mieux les femmes, parce que leur point de vue, c'est aussi le mien. Je comprends beaucoup de choses. D'accord. Voilà, bon, je fais des diversions, hein. Oui, 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 non, mais au Alors, contraire, c'est passionnant, donc je laisse couler. les enseignements du karma, j'explique le plan du livre, les enseignements du karma, après je donne des généralités, et je donne mon point de vue sur, par exemple, ce qui court beaucoup en ce moment, mais j'en fais pas non plus 10 chapitres, ces histoires d'âmes sœurs et de flammes jumelles qui pour moi c'est du total bullshit. Voilà. Et je suis bien placé pour en parler, vu la première partie du livre, hein, parce que là on peut croire tout ce qu'on veut à partir de là. Donc, et la quatrième, je parle d'une technologie dans laquelle à laquelle j'ai participé il y a une dizaine d'années maintenant, qui est toujours d'actualité, je ne sais pas ce que ça va devenir, mais je donne des détails. Et là, les gens, déjà, il faut qu'ils accrochent au début du bouquin, parce que ça va paraître de la science-fiction, hein, tu es d'accord, hein. Oui, oui, ça. Il y a une narration ordinaire d'une vie ordinaire, mais émaillée bah, de voyageurs du corps, d'interventions extraterrestres, d'interventions d'êtres non physiques qui me donnent des conseils en me disant c'est très spectaculaire, mais heureusement qu'ils étaient là, hein. Ah Parce que bah c'est un je sais épisode pas de Star si Trek, hein, ton livre.
Ouais, c'est ça. Mais alors, la dernière partie du livre, c'est ça. Et donc, les gens ils vont croire. Mais j'en avais parlé sur Facebook il y a quelques années, puis il y a des gens qui disaient, ouais, c'est du bidon ce que tu racontes. Et il y a 4 ou 5 ans, c'était quelque chose comme ça, j'ai publié sur Facebook, j'ai dit, écoutez, j'habite à tel endroit, euh, je vous donne 3 jours, vous venez chez moi, à ceux qui veulent venir, hein, j'habite au sud de la France, et je vous montre les preuves. Et il y en a quelques-uns qui sont venus. Hein. J'ai étalé 4 kilos de preuves devant eux. J'ai dit, vous voyez, regardez, ce que je raconte, en l'occurrence dans la quatrième partie de l'ouragan, c'est vrai, j'ai des preuves de ça. Et il y a une quantité de preuves. Voilà. Sauf que ça paraît délirant. Je sais qu'il y a des gens qui vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah, J'ai des preuves de ça. sur le papier, c'est quand même difficile à croire. La dernière partie, on se dit, mais c'est pas possible, pourquoi c'est pas arrivé encore, quoi. Et effectivement, tant qu'on n'a pas les preuves, l'esprit humain reste très, très figé, quoi. Mais les preuves, je les ai. Bah, ça, c'est une bonne nouvelle. Je viendrai te voir pour les avoir. Donc pour... C'est beaucoup de papier, mais bon, ça parle. Oui, oui. Moi, j'aime lire. De toute façon, les auditeurs le savent. Lire, c'est pas un problème pour moi. Donc voilà le livre en résumé. Euh, bon, ben, tu l'as lu parce que tu as eu, comme on avait prévu cette interview, je t'ai Mm. envoyé le manuscrit. Ouais. Et toi, tu l'as vécu comment, cette lecture, toi qui aimes lire? Plein de rebondissements. Justement, au tout début, on voit ta rencontre avec Océane et à la salle de sport. Et cette notion d'inondation des émotions qui commencent par le bas, qui monte et qui prend tout le corps au fur et à mesure. Et j'ai trouvé ça très, très concret et très, très visuel, en fait. Ça, c'est ce que j'aime en plus dans ce podcast. En fait, moi, ce que je veux faire, c'est avoir des termes simples, précis, que tout le monde puisse comprendre. Je veux pas Mm. justement tourner autour du pot. Ton livre, justement, là-dessus, il est très bien parce que c'est direct. Ça va pas par quatre chemins. Si c'est blanc, c'est blanc. Si c'est noir, c'est noir. Il y a pas, on met un peu de gris avant quoi. Et cette première partie, justement, donc ça allait être ma première question. Tu nous racontes ta rencontre et l'expérience que tu as vécue avec Océane et son blindage énergétique qui disparaît. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Alors, ben, quand tu regardes Laura, non, je ne parle pas des soi-disant photos d'aura, parce que ça vaut rien. L'aura, c'est pas du tout comme ça. Tu as deux cocons, si tu veux. Bon, schématiquement, tu as un cocon énergétique et tu as l'aura qui est un gros cocon. Voilà. Mais ce cocon, il va avoir en diamètre, alors c'est à la forme d'un œuf, grosso modo. Plutôt un œuf posé sur la pointe, D'accord. schématiquement. Et c'est contenu dans un fourreau. Je parle de l'aura. Donc, l'aura en taille moyenne, standard, elle va peut-être faire 2 mètres à hauteur des épaules. Ok. Tu vois, je parle vraiment de l'aura. Je ne parle pas du champ d'énergie qui est plus ramassé. Euh, Quand quelqu'un est sous le coup de la peur, euh, qui se sent menacé, l'aura a fait ça. Littéralement, elle se colle et se rapproche fortement du corps. Alors, la plupart du temps, elle fait ça, puis après, elle se redétend. Mais tu as des gens qui, naturellement, ont une aura plus large, plus détendue. Par exemple, tu vas dans un parc. Je me souviens d'une fois, j'étais au parc Monceau à Paris, et je regardais les gens rentrer. Je regardais, c'était évident, c'est comme des fleurs qui s'ouvraient. Leur aura s'ouvrait en quelques mètres. Hein, parce que Paris, bon, c'est gentil, mais c'est pas gentil. Donc, ils rentrent dans un endroit avec de très beaux arbres. Parc Monceau, il y a des beaux arbres magnifiques. Et on voit, ils se mettent à marcher là, et pouf, eux-mêmes deviennent des fleurs, des arbres qui s'épanouissent, des plantes. Et on voit leur lumière s'agrandir. C'est comme une fleur. Voilà. Donc, ben, la lumière d'Océane, le champ d'énergie et l'aura étaient vraiment très près du corps. Et ça ne bougeait pas. Donc, c'est ça que j'appelle le blindage énergétique. Et tout de suite, quand j'ai vu cette femme, je me dis, oh, dis donc, ça n'a pas l'air terrible pour elle. Hein. J'avais jamais vu ça à ce point-là. Est-ce Jamais. que, est-ce que tu dis que l'aura se rapproche du corps comme une carapace qui se referme quand on est stressé, comme un Oui, système de protection en fait? oui, tu peux faire les comparaisons que tu veux, mais c'est clair que l'aura se rapproche du corps quand les gens se sentent en danger, quand ils se sentent en insécurité. Tu as la même chose quand, par exemple, deux personnes sont l'une à côté de l'autre et qu'elles ne peuvent pas se sentir.
eh ben, l'aura va se rétracter de ce côté-là, si la personne est à droite, et elle va s'agrandir de l'autre côté. Donc on voit facilement en voyant l'aura si les gens sont compatibles ou pas. Même s'ils ont D'accord. l'air physiquement comme ça d'être très potes, s'ils font le cinéma, nous on le voit. Dans la lumière, c'est très facile à voir. On voit c'est vraiment les auras qui se touchent pas et qui s'écartent là, et puis qui reprennent de la distance de l'autre côté. C'est rigolo. Bon, moi, quand je vois ça depuis l'âge de 17 ans, au début, les premières années, je passais mon temps à regarder les gens dans la rue, hein. Ah bah oui, C'est vraiment j'imagine. drôle. Et t'arrives à le couper, ça, cette vision de voir l'aura? Tu peux. Non, Non, c'est tout le temps sur le bouton on, non, en non, fait. bah non, on m'a souvent posé la question, mais je prends un exemple. Tu peux voir les arbres. Comment est-ce que tu peux couper ta capacité à voir les arbres? Oui, oui, voilà. C'est. Mais en fait, Maintenant, tu c'est sais que ça. C'est ça qui est avec toi, voilà. c'est tellement ça, enfin, c'est tellement limpide, en fait, dans ta tête, que c'est tellement depuis que t'es tout petit que Là, nous-mêmes, pour Laura, c'est différent. pauvres moldus, si je puis dire, on n'a pas la même vision, quoi. Oui, mais moi, comme je l'ai expliqué dans le premier livre, je pense que c'est juste un blocage. C'est pas une capacité qu'on doit acquérir, c'est plutôt quelque chose, bah, c'est comme, comment dirais-je, comme un programme qui nous empêche d'accéder à une capacité naturelle. Tu vois. Donc, D'accord. si on déverrouille le programme, je prends un système de censure, bah, c'est ce qui m'est arrivé. Je raconte tout à fait honnêtement dans 0,01%. Mmh. C'est un de mes voisins que mon épouse connaît, qui est un garçon que j'estime beaucoup, que j'adore, qui est un garçon extrêmement solide, un terrien, hein, la pêche, la chasse, le travail. Bon, et quand ce garçon que j'avais hypnotisé a vu Laura en état d'hypnose, je me dis, mais c'est pas possible que lui me raconte ça. C'est évident que ça existe. Jamais de sa vie il a pu entendre parler de ça. Et donc là, quand j'ai compris ça, la disposition a commencé à s'ouvrir dans les heures qu'on suit. Ah oui, ça a Donc j'ai été fait très sauter un rapide en blocage. plus. Oui, mais c'est normal, c'était juste un blocage, et à la fois culturel et peut-être interne, mais c'est pas possible ça. Et il s'en souvient toujours, lui, c'est il y a des dizaines d'années Bah, maintenant. je veux bien le croire. Ouh là, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, bon, bah, ça, je vais pas l'oublier, tu m'étonnes. Ah bah oui, il a jamais oublié. Alors là, après, j'ai une question en 2 parties. Tu fais mention de l'hospitalisation de Eugène et tout ce que tu peux voir sur Oui, lui quand tu rentres dans sa chambre. Est-ce que tu peux oui. nous expliquer, s'il te plaît? Alors oui, effectivement, c'était dans cette période-là où je commençais, j'avais pas encore commencé mes relations avec Océane, Non. et mais c'est une période charnière. Effectivement, on va avec ma compagne de l'époque, dont le pseudo est Blandine dans le livre et même dans le premier. C'est une personne avec qui j'ai de très bonne relation encore maintenant. C'est vraiment une personne de très belle qualité. Et donc, on arrive dans sa région d'origine, et sa sœur vient nous voir à la gare, donc on vient par le train, et nous dit, bah, Pépère est à l'hôpital, mais c'est pas grave, il sort dans 3, 4 jours, 5 jours, je sais plus, quelque chose comme ça. Ah bon, bah, on va aller le voir à l'hôpital. Et donc, on croise l'interne, je raconte l'histoire, mais tu l'as lu dans le livre. On Oui, croise oui, l'interne, mais c'est important que je raconte le contexte. ouais. Parce que donc c'était une jeune femme qui était en pleine étude de médecine. On arrive donc avant d'arriver à la chambre, on dit on vient voir Monsieur Machin, celui que j'appelle Pépère, que j'appelais Pépère d'ailleurs. Il me dit bon écoutez voilà on vient le voir. Il nous dit écoutez ça va, en principe il sort mardi ou mercredi. Il a une sorte d'atteinte respiratoire mais ça va aller, il sort bientôt. Alors on rentre, on était 5-6 dans la chambre. On rentre dans la chambre, puis lui était dans son lit, il avait l'air de dormir, tranquille. Il n'a pas l'air de souffrir du tout, ni quoi que ce soit. On le voit allongé là-dessus. Moi, je me dis, bon, ça va, il dort, il est tranquille, mais je me rapproche. Et puis, encore une fois, tu posais la question. Non, il y a pas, on perd pas la capacité, ni parce qu'on l'oublie, ni parce qu'on veut. On voit et c'est tout. Donc, je vois le champ d'énergie. Je dis, merde, il est en train de se barrer en sucette, le champ d'énergie. Donc, je regarde. C'est comme du papier qu'on jette dans de l'eau, quoi. Dans de l'eau chaude, il est en train de se dissoudre. Et là, c'est clairement, il est en phase de décomposition énergétique, donc il va mourir. Et je dis tout de suite aux gens qui m'entourent, je dis, il est en phase de transition, son corps est en train de mourir, et j'estime à 3 jours. Donc, tout le monde un peu affolé, on retourne voir l'interne, ça s'est passé comme ça. On lui dit, mais vous êtes sûr qu'il va bien? Et il nous dit, oui, 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 il va bien, mais qu'est-ce que vous imaginez? Je suis interne, machin, enfin, médecin, enfin, vous voyez, ce genre de truc.
Donc, moi, j'étais certain de mon truc, j'étais certain de mon affaire, et j'avais beaucoup de crédibilité aussi dans cette famille. Donc, ils se sont rendus compte, tout de suite, ils m'ont cru. Et donc, on s'est battu tout l'après-midi, parce que j'avais perçu également, en connexion directe avec lui, qu'il avait certaines souffrances. D'abord, il se battait contre la mort. Ça ne se voyait pas du tout, je répète, hein. Il avait l'air paisiblement allongé sur son lit, sur le dos. Et qu'il avait des problèmes dans la trachée, qu'il fallait lui faire une espèce d'aspiration. Donc, pendant 2, 3, 4 heures, on s'est battu avec l'infirmière chef et les infirmières abattues. On les harcelait, en fait, pour qu'elles puissent nous donner des anxiolytiques. Parce qu'au tout début, je lui ai demandé des anxiolytiques à l'intergie. Vous savez, il est terrorisé. Et non, elle me dit non, 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 on va pas lui donner ça, on va rien lui donner, ça risque de l'empêcher de bien respirer, c'est le contraire de ce qu'on cherche. Et je suis médecin, c'est moi de décider. Grosso modo, c'est ce qu'elle disait. Et au bout d'un moment, ils ont finalement, mais 2, 3 heures, ils lui ont donné des anxiolytiques et ils lui ont fait une aspiration. Et tout de suite, il s'est senti beaucoup mieux. Hein, parce que la chimie, ça fonctionne à ce moment-là. Il n'y a aucune raison pour ne pas l'utiliser. Et c'est tout à fait à la fin de la journée, mais vraiment genre à 19 heures, un truc comme ça, que c'est l'interne qui vient nous voir, c'est déjà l'interne, qui est charmante, il n'y avait pas de problème, qui vient nous dire, bah, je vais vous expliquer quelque chose, oui, effectivement, il est en phase de terminale. Alors que toute la journée, elle nous avait dit le contraire. Là, je me suis dit, mais pourquoi ce scénario? Et là, je ne lui ai même pas posé la question, donc je vais simplement sonder cette personne. Elle était en train de pratiquer ce qu'on lui a appris à l'école de médecine, à la fac de médecine. Le fait d'expliquer progressivement ce que c'est que la mort, qu'on va perdre un proche à la famille, on leur jette pas ça brutalement dans la tronche, ou alors elle s'était formée elle-même, mais on lui avait plutôt conseillé d'y aller comme ça par étapes, et elle avait bêtement appliqué le truc. Et j'ai vu aussi qu'elle était très embarrassée par rapport à ça, parce que faut bien comprendre que les jeunes médecins, ils sont extrêmement désemparés face à la mort. C'est terrible pour eux. Ils sont pas du tout formés à ça. Alors, bon, moi j'ai des copains médecins, quand ils ont fait leurs études, ils jouaient avec, je sais pas, des morceaux de foie, des machins comme ça, mais c'est juste pour cacher leur terreur, en fait, et leur incompréhension de ce qu'est la maladie et la mort et la souffrance. Mes copains qui ont fait médecine, euh, je prends l'exemple de l'un d'entre eux, il a fait son internat aux urgences, au SAMU, et quelquefois il ramassait la cervelle des accidentés à la petite cuillère. Donc il savait ce que c'était que la mort normalement. Mais il m'a dit, lui, donc il était encore interne, il m'a dit, j'ai compris que la mort existait quand on a trouvé des taches sur la radio des poumons de mon père. Alors qu'il était là depuis 2 ans à ramasser des morts. C'est quand ça nous touche personnellement qu'on comprend vraiment les choses. Autrement, on crée une espèce de distance, de distanciation. Le malade devient une espèce d'objet qu'on gère comme font la plupart des médecins, tout simplement. Je dis la plupart, parce que pour eux, c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu. Il y a des médecins qui sont capables de faire face à ça, mais ils sont une minorité. La plupart des médecins sont terrorisés à l'idée de voir leur malade mourir et souffrir. Et ils sont terrorisés par leur propre mort. Ça, c'est la réalité. Ouais. Donc voilà, j'ai raconté l'histoire en résumé. La simple vision du champ d'énergie tel qu'il est m'a donné une information sûre à 100%, contre l'avis médical. Alors que c'était bien réel, quoi. C'était ça. Et tu dis aussi, donc dans la deuxième partie de la question, tu dis à Blandine que sa conjointe, qui est partie 3 ans après, hem, Oui, mais elle est pas sur la même sphère. Comment est-ce que tu ressens ça? oui, oui, bon, ça c'était bon, quand on les connaissait, c'était évident. Ils ne se sont pas retrouvés de l'autre côté, ça c'est certain. Alors après, bon, je ne vais pas les détails d'où ils sont allés, mais c'était Ouais. évident que c'était une association transitoire, comme la plupart des associations d'ailleurs, faut pas s'imaginer, y compris celle des soi-disant âmes sœurs. Je vais parler de cette mythologie un peu à la mode, qui est totalement, de mon point de vue, surréaliste et mensongère. Ça n'existe pas, ce genre de choses. Donc je donne des détails de ça aussi, j'en parle précisément dans le livre, et l'origine de ce mythe, etc. Il y a un moment, un peu de culture, ça ne fait pas de mal. Donc, il y a un excellent documentaire sur Netflix qui s'appelle Twin Flames, que j'invite les gens à regarder. Mais ce genre de choses continue à circuler. Donc, il y a des gens qui exploitent le besoin, l'envie de certains de croire en ces histoires, et puis de rechercher cette espèce de flamme jumelle, ou cette espèce d'alter ego, d'autre soi, ou de deuxième partie de soi. Et moi, ça m'a toujours paru étrange, et même dans mes aventures avec Océane, tout aurait pu me pousser à croire en ça. Hein. Bah oui, justement, j'allais y venir. À aucun moment, j'ai pensé ça.
Alors là, on avait tout, alors le jeu complet, là, on avait tout ce qu'il fallait, hein. Les vies antérieures passées, la force énergétique entre nous, etc. C'est ça, tu parles d'un amour qui a traversé les siècles, plus de 30 siècles, et à chaque fois, c'était pareil. Il y avait ce mot indien, il m'échappe, Pachama ou je sais plus comment, enfin, Oui, oui, c'est un mot, c'est un mot d'amour. donc tu étais déjà en relation avec elle, en Inde, dans des vies, antérieures, et le principe de la flamme jumelle, c'est qu'on se suit d'incarnation en incarnation. Enfin, je dégrossis, je suis désolé si c'est pas Ben, exactement j'essaie de ça. comprendre moi aussi, hein. J'essaie de comprendre cette légende actuelle et j'ai essayé de me renseigner en regardant Internet, en discutant avec des copains et ceci, cela. Mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que c'est une fable. D'accord, OK. Je suis désolé, hein, mais c'est une fable. C'est pas Et du tout comme ça que sont les choses. ici, j'ai à cœur d'accueillir tous les avis, qu'ils soient positifs, négatifs. Je ne censure absolument pas, je laisse Oui, je la comprends. j'ai Mais libre tu me circulation, au permettras de contraire. rajouter que c'est pas un avis. J'ai bien compris ce que c'était, mais c'est pas un avis. Voilà. Très bien. C'est une grosse fumisterie. Le genre, ben, on n'a qu'à croire au petit chaperon rouge aussi pendant qu'on y est. C'est du Ouais, même ordre. d'accord, OK. Ah ouais. C'est mon avis, c'est que le petit chaperon rouge, c'est une fable aussi. Oui, oui, ça fait partie des contes, effectivement, ouais. Ou Hem, la belle voix d'or, ce que tu veux, hein. C'est une fable. tu nous parles de ton expérience que tu as vécue avec Océane à Washington. La diffusion d'énergie à ce moment-là où vos fronts sont entrés en contact. J'aimerais t'entendre là-dessus, s'il te plaît. Ah oui, on était à la conférence de Washington, qui était, on se connaissait juste, et je l'avais amené là-bas. Elle avait accepté de m'accompagner. C'était la conférence qui s'appelait Citizen Hearing on Disclosure. C'était à la fin de l'année, à la fin du mois d'avril 2013. Et donc à Washington, on avait cette conférence qui a été organisée par Salah, je crois, et qui avait recruté pour ça des anciens sénateurs, des anciens membres de la Chambre des représentants américains. Donc ils jouaient le rôle qu'ils avaient eu l'habitude de jouer quand ils étaient en fonction. D'ailleurs, ils ont créé une espèce de commission d'enquête avec des auditions. Donc on leur a simplement dit, on leur a révélé le sujet. Alors pour certains, c'était un peu surréaliste, ça se voyait, mais on leur a dit, vous jouez le jeu, vous appliquez exactement les mêmes méthodes de commission d'enquête. Vous allez auditionner les témoins. Et donc, on s'est rendu à cette conférence qui était publique, hein. Bon, j'étais probablement le seul Français. Enfin, bon, il y a peut-être d'autres, mais je les ai pas vus. On était les seuls Français avec mon épouse, Océane. Et ça, c'était édifiant. J'en parle un petit peu dans le livre. Mais surtout, ce que tu veux évoquer, toi, c'est cette relation particulière qui a été rappelée à notre mémoire, alors qu'on s'y attendait pas du tout. Bon, c'est un peu très cru. Je sais pas si tu as des enfants qui peuvent écouter tes podcasts, mais bon, on s'apprêtait à faire les choses que font deux adultes consentants, sauf que, et c'était toujours très intense entre nous, enfin, ouais, très profond. Et là, on n'a pas fait les choses du tout comme on avait l'habitude de le faire depuis quelques semaines, à peine quelques semaines, parce que c'était très récent notre relation. C'était moins d'un mois. Et on s'est rapprochés l'un de l'autre sur le lit, on s'est mis à genoux et on a rapproché nos fronts. Et là, on a senti des courants d'énergie terribles, des frissons, de parcourir, l'énergie qui montait, qui se déversait dans l'autre, enfin, voilà, c'est des échanges d'énergie prodigieux. Moi, j'avais jamais rien vécu de tel, hein. Et on se touchait pas. On a effleuré nos fronts. On se touchait pas. C'était peut-être à 2 ou 3 millimètres. Et en même temps, l'expérience m'a montré, m'a fait me souvenir, parce que je nous ai vus en train de faire ça, elle et moi, mais dans les siècles passés, en tant qu'Indien. Je la voyais et je me voyais en tant qu'Indien. Et je me suis mis à me souvenir de paroles que je ne comprenais pas. Enfin, je veux dire, dans la langue française, je ne comprenais pas ce que j'étais en train de dire. Donc je me suis mis à parler sanskrit, en fait. Et dont le terme que tu as évoqué tout à l'heure, que je ne connaissais pas du tout, d'ailleurs qui n'est même pas connu dans l'Inde du Sud. Par exemple, mon ami Shradalou ne connaît pas ce terme, ne fait pas partie du vocabulaire des gens du Sud, parce qu'il y a 4 dialectes principaux en Inde, et c'est plutôt dans le Nord qu'on utilise ce terme-là. Ce que m'a confirmé un de mes amis, qui est un docteur en sanskrit et en maya. Lui, il connaît très bien la signification de ce mot-là. Donc voilà. Mais ça nous a été confirmé en fait 2 jours après. On prenait un taxi pour aller visiter le Patagone. Parce qu'on a eu la chance de tomber sur un type d'origine indienne qui nous a expliqué. Moi, je pensais que c'était un prénom.
Et j'étais stupéfait quand il m'a dit que c'était pas un prénom. Bah, d'abord, très étonné quand il m'a dit que oui, c'était vraiment un nom de sa langue, parce que je savais pas, hein, a priori, bien que je vous ai vu comme indien, et qui m'a dit non, c'est pas un prénom. Donc en fait, c'est un mot d'amour. Et très spécifique. Et qui collait très bien avec la situation. Donc voilà, je referme la parenthèse. Après, je me suis jeté sur Internet. J'ai dit, qu'est-ce que c'est cette histoire de faire l'amour par l'énergie? Je ne savais pas ça, moi. Donc tout ce que j'ai regardé sur Internet qui parlait de tantra, etc., c'était, mais je sais pas, à 25 kilomètres en dessous de ce qu'on avait vécu. C'était juste nul, tout ce que je lisais. Parce que nous, on n'a rien fait. C'est, tout est descendu sur nous. Il n'y a pas de technique corporelle, ni de préparation, rien. On était juste en présence l'un de l'autre et pouf, c'est arrivé. Et c'est arrivé plusieurs fois. Et c'était extrêmement intense. Je parle d'extase qui durait pendant des heures. Ah oui, 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 Voilà. d'accord, ok. Effectivement, c'est une sacrée expérience. Ouais. Ce qui a compliqué effectivement notre relation, parce que pour se séparer de ça, c'est pas de la tarte. Ah oui, j'imagine, j'imagine. Donc après de nombreuses je vais la refaire celle-là. Après de nombreuses péripéties avec Océane, tu reçois un message de ton surêtre qui te dit sans Ouais. ménagement: «Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Ce qui est prévu doit être immédiatement effectué». Ça, j'aimerais que tu en Toi, parles tu de as ce pris des truc-là. notes. Ah Tu as bah pris oui, des j'ai pris notes. des notes. OK, oui, bah, Oui, y a pas le oui. choix. Oui, ouais, c'est ça. Je m'attendais pas du tout à ça. C'était une sortie brutale hors du corps. Je le raconte précisément parce que je répète, hein, je dis souvent, tout s'est passé exactement comme j'ai raconté. J'ai pas dégagé d'un centimètre de ce qui s'est passé. Donc, ce que je raconte, c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, j'ai été éjecté brutalement hors du corps, mais vraiment violemment. C'est la sortie la plus brutale que j'avais vécue. Je me suis retrouvé en présence du surette qui m'a dit, bah, écoute, maintenant, tu te mets au boulot, et c'est pas demain matin, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et le boulot, c'était ça, ce que je suis en train de faire en ce moment, même avec toi en ce moment, tu vois, d'expliquer les choses. Et à aucun moment, ce surêtre, que j'ai considéré comme un nazi sur le coup, n'a fait la moindre allusion à ce que j'étais en train de vivre, qui était pour moi un ouragan de feu qui me tombait dessus en permanence. Et donc, quand j'ai réatterri dans mon corps, je me suis dit, il aurait pu au moins dire ça va aller, ou je comprends, ce genre de truc. Pour moi, c'était le pire des nazis. D'accord. Alors j'ai une question, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est la roue de la médecine? Et juste après cette fameuse roue de la médecine, tu fais allusion à ce Oui, rêveur je qui parle de te ça, mais ouais, oui, j'ai fait ça. Mais tu sais, c'est des pratiques de. Mais moi, je connais rien là-dedans. Il y a un moment, j'étais tellement paniqué, tellement en difficulté, je crois que c'était aussi une époque où beaucoup de gens auraient pris des anxiolytiques ou des drogues pour essayer de se calmer. Moi, pas rien du tout de tout ça, hein. Donc, je suis débrouillé avec ce que j'ai pu en faisant du sport. Ça me faisait un peu de bien. Ce qui faisait vraiment du bien, c'était entendre faire un voyageur du corps parce que là, tout s'apaisait. Je n'étais plus du tout pris dans la tourmente. Donc, bon, un soir, là aussi c'est très précis, j'avais un grand salon vide, hein, parce que j'habitais à ce moment-là tout seul, une maison, et j'avais quelques notions de ce qu'était la roue de médecine. Donc j'ai cherché avec une boussole les 4 points cardinaux, j'ai placé des objets symboliques aux 4 points cardinaux et aux 8 autres points, sud-sud-ouest, nord-nord-ouest, etc. Et à chaque direction, j'ai attribué une espèce de symbole, une espèce d'intention. Et ensuite j'ai pris des petits bouts de papier, et sur ces petits bouts de papier, j'ai écrit que je voulais me libérer de cette emprise, une véritable emprise, hein. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Ceux qui vont lire le livre vont comprendre ce que c'est, hein. Mmh. Parce que j'ai bu le calice jusqu'à l'ali et au-delà, hein. Je suis allé au-delà du. Je pense que les gens vont se ficher de moi en lisant le livre, mais ils auront raison. J'ai été plus que en dessous de tout. Mais donc j'ai malgré tout fait des tentatives. Et cette roue de médecine, effectivement, je me suis allongé avec la tête, je crois que c'était la tête au nord. Alors, j'avais jamais fait ça de ma vie. Si, j'avais fait ça une fois. Ah, ça vient de me revenir. J'avais déjà fait ça une fois. Bon, je ne sais pas si je peux raconter ça dans un podcast. J'avais une espèce de gastro-entérite qui n'en finissait pas. Je prenais les médicaments qu'il fallait, l'Imodium, et ça continuait, ça continuait. C'était un flot. Et ça durait depuis 3 4 jours. Je me disais, mais quand ça va s'arrêter? Et donc, et j'avais fait une roue de médecine, et à l'instant où j'ai fait la roue de médecine, ça s'est arrêté. Alors, hasard ou quoi, je ne sais pas. Mmh. Donc, 2 fois dans ma vie, j'ai fait ça. La première fois pour une diarrhée incontrôlable, qui n'en finissait pas. Ça a marché. Et la deuxième fois pour ce cas-là, alors, est-ce que c'est un des facteurs qui a réussi à me libérer de ça? Peut-être. En tout cas, j'ai essayé tout ce qui me tombait sous la main. Ouais, j'imagine, Ça, ouais. voilà. Et juste après, justement, tu fais allusion à ce rêveur qui te transmet une boule d'information. Alors c'est Oui, quoi ça? oui. Alors,
c'était la même période. C'était un type que j'ai rencontré hors du corps. Alors les rêveurs, tu sais, c'est des types qui sont pas lucides en dehors de leur corps, mais qui, bon, le corps dort et eux ils sont pas lucides en dehors. Donc c'est les rencontres les plus communes. Hein, on a que ça pratiquement. C'est rare de rencontrer un voyageur. Bon, ça m'est arrivé quelques fois, mais pas souvent. Donc ce type-là, c'était une espèce d'agent de terrain, une espèce d'agent de renseignement, mais qui vivait tout seul, de manière indépendante de toute relation personnelle, familiale, etc. Donc j'avais pris sa boule de pensée, sa boule d'information, et j'en ai imprégné mon corps biologique en revenant. Et c'est pas quelque chose que j'avais conçu, dont je m'étais chargé depuis le début de ma vie, parce que moi j'ai toujours conçu jusqu'à ce moment-là la vie comme étant une vie familiale ou une vie en couple. Et c'était un de mes référentiels. Et l'idée qu'on puisse vivre autrement, je l'avais pas imprimé dans mon corps biologique, même si à Corinthe, j'étais un soldat et beaucoup d'autres choses de ce genre-là. Et là, l'incorporation de sa boule d'information m'a donné une autre perspective. J'ai compris que je pouvais faire autrement. Et ça, c'est majeur, hein, parce que ça m'a donné un petit peu de force pour pouvoir continuer à me sortir on va dire de la boue, du marécage dans lequel je m'étais enfoncé. C'est un peu comme si tu avais été, je cherche le mot, un peu une mise à jour où, on te dit: Oui, «Tiens». c'est une vraie mise Ouais, à jour dans d'accord. laquelle on te dit, tu as d'autres possibilités. Tu vois, parce que je m'obstinais avec elle à résoudre un problème qui, d'après moi, était karmique, mais je me trompais complètement. Il n'y avait pas à Bah, résoudre de problème karmique. justement, c'est la question que je me posais en lisant ce livre. Est-ce que c'est pas une dette karmique, de vivre cette Et non, relation, en fait? eh ben non, justement. J'ai pataugé là-dedans pendant longtemps, hein, 24 ou 30 mois, mais en me disant, de toute façon, il y a une dette ou il y a un problème à régler, et même si c'est plus gros qu'une montagne, je vais résoudre le problème. Je Oui, me parce suis que tu y tellement retournes. obstiné que, Tu arrives à t'en ouais, mais sortir, je mais non, retourne. allez, hein? Mais tu sais, c'est par exemple, c'est le fait de vouloir taper contre un mur et avec tes poings. Tu sais que ça va pas marcher, mais tu essaies quand même. Et C'est ça. bon, tes poings sont ensanglantés, puis tu tapes quand même. Tu essaies de casser le mur avec tes poings. Non, tu n'y arrives pas. Et il a fallu que je me fracasse complètement pour arriver à comprendre. Mais ça a duré, hein. Ça a duré longtemps. Et ce que je raconte dans le livre, je raconte pas tout dans le livre, hein, mais c'est déjà bien chaud. Oui, oui. Parce que moi, j'ai dans l'idée que, l'univers, il t'envoie des épreuves et tant que tu les as pas bien compris à 100, ça revient. Ça revient, ça revient, ça Alors, revient jusqu'à ce que oui, tu comprennes. j'avais pensé à ça aussi. Ouais, sauf que c'est quoi l'épreuve? Bon, tant que j'ai pas. Alors l'épreuve, elle était tout simplement de laisser tomber cette affaire-là. Ouais, Mais le alors lâcher comme prise, tout, hein. quoi. Oui, ben, je laisse filer ça. Je laisse filer cette relation, même si elle a 30 siècles. Salut, je prends une autre Ouais, direction et on se reverra plus. On ne se reverra plus d'accord. sur Terre. Et donc, mais j'ai mis 30 mois à comprendre ça et à admettre ça. C'était vraiment difficile. Vraiment, c'était très difficile. Alors, je suis peut-être un gros gland, sûrement, mais pour moi, ça a été très difficile. Oui, parce qu'on sent que c'est quand même passionnel. Il y a eu un mariage très rapide, C'était malgré, moins compliqué. malgré ton meilleur ami et témoin qui étaient pas pour. Ta Ah oui, maman c'était qui moins te compliqué. disait, «Elle finira par te tuer». Oui, Enfin, c'est il y a ça. eu plein de choses dans le livre. Ouais, En ouais. fait, tu avais plein de red flags, de feux rouges. Oui, voilà, ils disaient: «Attends, on te le dit tous, quoi, mais non, faut que tu y ailles, quoi». Oui. C'est ça et justement, Ah oui, ça m'apporte c'est à c'était assez unanime. Ah bah, il y a des copains qui disaient rien parce qu'ils savaient que j'étais une tête de mule, mais ils me le disent maintenant. Ils me disent, bon, de toute façon, on n'a pas essayé de te le dire. oui, Enfin, ceux qui ne disaient rien, parce que de toute façon, on savait que tu nous écouterais pas. c'est ça. C'est vrai. Et justement, ça m'amène à ma question, c'est une question que j'aime beaucoup poser en général et tu as donné ton point de vue dans le livre. C'est au sujet du libre arbitre. Est-ce que tu veux le partager à tout le monde, s'il te plaît? Oui, parce que c'est une vraie question, on veut dire, qui a du sens, hein, une vraie question métaphysique. Et la partie du livre où je décris la vie précédente, la transition entre deux vies, hein, avec deux phases, bon, tu te souviens de ça, Mmh. et ensuite la nouvelle destination, celle que je suis en train d'occuper maintenant, tout ça, j'ai expliqué pour que ça parle, pour que ça donne aux gens, comment dirais-je, un exemple précis du mécanisme qui fait que notre état de conscience va nous amener à vivre telle et telle chose. C'était quoi ta question? Répète-moi ta question. Le libre arbitre. Le libre Alors, arbitre, ouais. le libre arbitre, ça va consister, par exemple, à, quand on est dans les mondes supérieurs, les mondes de lumière, à choisir en fonction de notre plan personnel un certain type de naissance, avec un papa et une maman, profilés de telle et telle façon, dans tel et tel pays, avec telle et telle situation. Et donc, c'est un peu comme de choisir un point d'atterrissage.
tu es avec un avion, tu sais que tu vas faire qu'un seul vol, bon, je prends une image, et si tu te poses sur un fleuve donné, le fleuve, il risque de t'emporter jusqu'à date d'initiation à la mer, si tu veux, tu vois. Ça, le choix d'incarnation déjà va déterminer beaucoup de choses. On peut penser que une fois qu'on est posé sur le fleuve, qu'on est littéralement emprisonné, on est libre de rien, mais on a fait le choix de se poser là, à la base, avant. Mais le truc, c'est que la plupart des gens ne s'en souviennent pas. Mais leur libre arbitre, il est au-delà de leur mémoire. Ils ont choisi d'oublier aussi ce moment-là. Donc, la première chose, c'est qu'on a toujours le libre arbitre, mais qu'on a oublié l'origine de nos choix. Donc, déjà, choisir le point d'incarnation. Et ensuite, une fois par exemple, on s'est incarné en Afrique, on peut se dire que si on est dans une riche famille ou une famille très pauvre, la vie va pas être absolument identique, ça c'est sûr. On va être emporté par le poids de notre choix. Mais ça, c'est le scénario, ce que j'appelle le méta-scénario. Mais dans le méta-scénario, il y a une infinie de liberté parce que on peut choisir à l'intérieur d'une vie de riche ou de pauvre tout un tas de comportements différents et peut-être même sortir, si on est né très pauvre, de cette vie de grande pauvreté et puis de rentrer dans autre chose. Donc en fait, ayant beaucoup réfléchi à ça, puis aussi avec le recul là pour le coup c'est beaucoup plus que 30 siècles, hein, parce que je parle d'une période de 800 000 ans que j'ai à peu près remémoré, je me rends compte que le vrai phénomène c'est ça, c'est qu'on est totalement libre. Et quand j'en discute avec mon ami Shradalou, lui il me dit souvent, d'ailleurs, quand on a une discussion, parce que moi je lis pas ces livres-là, je lis pas les Védas, et lui il les connaît très bien, et je lis pas Sri Aurobindo, il me dit mais c'est ce que disent les Védas, c'est ce que dit Sri Aurobindo aussi, c'est que il y a une totale liberté. Et il dit aussi, Sri Aurobindo et les Védas très anciens, hein, donc ça a des milliers d'années, bien avant le bouddhisme, ils disent aussi que la réincarnation, l'incarnation n'est absolument pas une malédiction. J'insiste là-dessus. Ce n'est absolument pas une malédiction. C'est un choix délibéré. Oui, oui, si on a décidé de s'incarner, c'est pour vivre de nouvelles expériences. Ça, Voilà, ouais. on a tous nos raisons spécifiques pour ça, mais c'est pas une malédiction, c'est pas une espèce de truc, une espèce de lessiveux dans lequel on retourne automatiquement. Et ça, certaines personnes racontent ça, ils sont par millions, mais c'est une erreur ou un mensonge et on sait que c'est une erreur. Pour des gens comme moi, c'est évident. Parce que moi, j'ai du recul, je comprends. Je connais mon cas personnel, mais je connais aussi le cas des gens que j'ai rencontrés dans le monde supérieur, qui sont mes amis, et qui peuvent. Allez-y, ils vont vous confirmer ça, c'est du bullshit. Hein, c'est pas. Alors, j'ai raconté ça devant nos amis indiens. J'ai fait 3 conférences à Pondichéry le mois dernier, et je parlais Bon, moi, j'ai beaucoup d'estime pour tout le monde, hein, les bouddhistes qui racontent ce genre de choses, hein, sortir du samsara et tout ça. Et puis j'ai vu les Indiens rigoler en disant mais le bouddhisme, ça n'a que 2000 ans ou 2500 ans, ça n'est rien. Ce sont des enfants, ils n'ont pas compris. D'accord, ouais, ouais, ça remet les choses en perspective déjà. Oui, oui, oui. Parce que les Védas ont plusieurs milliers d'années. On dit que sur Wikipédia qu'ils ont 3 ou 4 000 ans, mais moi je sais que ça a à peu près 8 000 ans. Et là, pareil, en discutant avec Shraddha, il me dit, mais oui, le 8 000 ans, c'est ce que tu dis, c'est effectivement ce que Sri Aurobindo pensait. Non pas 4 000 ans, mais 8 000 ans. D'accord, ok. Donc il leur manque toute la première partie déjà. Marc, pour finir cette interview, il me reste mes deux petites questions rituelles. Et la première, c'est as-tu un message ou un conseil à communiquer? Euh, un message, non. Euh, à partir de maintenant, faites comme d'habitude, si vous voulez, Ouais, on et faites improvise. comme vous voudrez. Ok. Moi, bon, ce que j'explique, c'est qu'en fait, je le dis depuis toujours, il n'y a que l'expérience directe qui compte. Et que ce qu'on peut vous chanter, vous raconter, à commencer par ce que je raconte devant le micro, là, devant toi, ça vaut strictement rien à partir du moment où celui qui l'écoute l'a pas vérifié par lui-même. Donc c'est juste du vent. Oui, ça, tu le dis Donc le premier, déjà dès le début, même hein, de 0,01%. oui, ça vaut rien du Allez tout. vérifier vous-même. Allez Prenez vérifier vous-même. pas. Et puis on est dans, alors on peut considérer on est dans une ère un peu particulière dans laquelle il y a à la fois énormément de désinformation, mais aussi énormément de possibilités d'information. Pour moi, c'est pas extrêmement nouveau non plus, hein, parce que bon, quand on vit en Égypte, bon, bien sûr, quand on vit au fin fond de la Mongolie, comme c'était mon cas à un moment, là, le type d'information qu'on a, c'est pas grand-chose. Hein, ça circule entre petits groupes, et puis c'est simplement le temps qu'il fait, les oiseaux migrateurs, etc. Mais il est clair que
La planète, pour l'instant, elle vit dans un univers de mensonges absolus. Et pour moi, il est clair que les médias les plus courants sur toute la planète, hein, c'est pas que la Chine ou la Russie, mentent effrontément. Mais à un point, mais c'est tellement évident. Et on nous fait gommer des trucs, mais alors, enfin, nous fait. Il y a plein de gens, de plus en plus, à mon avis, qui comprennent. Enfin, tellement c'est gros. Hein. On Oui, je pense. décrète qu'on est contre la Russie, par exemple, puis d'un seul coup, tous les magazines, tous les journaux de France disent qu'on est en guerre contre la Russie, alors qu'on n'est pas du tout en guerre contre la Russie. C'est n'importe quoi. Donc, être en guerre avec un pays, moi, je sais ce que c'est. J'ai vécu des guerres dans le passé. C'est beaucoup moins c'est beaucoup moins rigolo que de se trouver comme ça à lire des magazines. On est en guerre contre celui-là. Tu parles d'une guerre, toi? La guerre, c'est autre chose. Hein. C'est un coup d'épée qui traverse le corps. Hein. C'est pas bouh, t'es vilain, t'es pas bon. Attention, j'ai une arme atomique, je vais l'utiliser. Mais moi aussi, j'en ai une grosse. Oh, bah, attention, 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 on va mettre des sanctions. C'est pas ça la guerre. Hein. La guerre, c'est des armées qui s'affrontent et puis qui se découpent en morceaux. Hein. Voilà. Donc non, on n'est pas en guerre. Ce n'est pas vrai. Et pour en revenir, oui, à ce que tu disais, les gens commencent à avoir une plus grande ouverture d'esprit, justement. Je trouve que c'est exponentiel. Ça se voit partout maintenant dans les médias aussi. Aussi bien le côté négatif, comme tu dis, la guerre et tout, la désinformation, si je puis dire. Et aussi le côté un peu plus ouvert et plus bienveillant. Ça se multiplie, je trouve. Alors, je l'espère. Tu as peut-être raison, et j'espère que tu as raison. Bah écoute. Et la deuxième question, c'est as-tu une recommandation culturelle? Alors ça peut être un livre, un film, un documentaire ou même une personne que tu aimerais, glisser sur un petit mot ici. Oui, enfin, ça peut être un peu long comme réponse. Moi, si j'avais des conseils de lecture à des gens qui lisent pas, c'est de lire les anciens auteurs, les auteurs grecs déjà, qui sont la base de la civilisation occidentale. Donc, et on voit que ce qui nous est parvenu ici, ben, c'est un peu le fruit de ce qu'étaient les Grecs. Les Grecs, pour les Romains, étaient des références intellectuelles et artistiques. Donc, notre civilisation européenne, c'est beaucoup l'Empire romain et avant, donc, la civilisation grecque. Je conseille de s'intéresser à la civilisation chinoise, à la civilisation russe, parce qu'il y a une civilisation russe. Et j'explique pourquoi les Chinois sont particulièrement importants, ils le seront dans l'avenir. De s'intéresser à toutes les civilisations. Les Africains, dans leur immense diversité, sont très intéressants. Et moi, j'aurais beaucoup de choses à dire sur l'Afrique. J'étais africain, évidemment, dans ma vie passée. Et donc, c'est un continent admirable, très beau. Il y a plein de choses à regarder, à considérer. Maintenant, avec Internet, on peut accéder à ce genre d'informations et voir ce qui se passe réellement dans les pays du monde. Pour l'instant, c'est juste le monde. Pour l'instant, c'est très simple, c'est juste la planète. Mmh. Dans quelques siècles, ça sera beaucoup, beaucoup plus compliqué, et je l'explique un petit peu dans l'ouragan. Donc, oui, s'intéresser, de diversifier les sources d'information. Il est indispensable maintenant de parler anglais. Je suis désolé, mais bon, il faut parler anglais. Bien sûr, il y a des IA qui vont vous traduire ceci ou cela, mais qu'est-ce que vous faites quand vous vous barrez, je sais pas, en Inde, en Amérique du Sud? Bon, il faut parler espagnol si vous êtes en Amérique du Sud ou portugais, mais parlez au minimum anglais. Débrouillez-vous pour parler couramment anglais ou chinois. Bon, maintenant, je commence le chinois à 25 ans, ça commence à être un peu tard. Mais parce que le monde, si vous voulez participer à ce monde-là, le monde de demain, il faut être au minimum bilingue. Donc le conseil, c'est parler anglais, lisez anglais, regardez des sources d'informations. Ben, encore une fois, Internet nous permet de faire ça maintenant, qui viennent des États-Unis, d'Angleterre, d'Allemagne, de Russie. Tout est possible si vous cherchez. Et puis essayez d'utiliser votre discernement pour savoir ce qu'est la vérité. Parce que à l'intérieur de cet immense tas d'ordures qui est véhiculé par la publicité, par les médias, on va dire mainstream, ce qu'on appelle mainstream, le courant principal, mais ils sont de moins en moins des courants principaux. C'est de plus en plus des petites rivières qui ne concernent que des gens qui ont l'habitude de croire en ce qu'on leur raconte devant un écran. Et ça, les nouvelles générations, tu fais partie des nouvelles générations. Non seulement vous y croyez pas, mais vous n'avez jamais cru à ça. Ah bah Ouais, moi, pour donner mon cas personnel à moi, je sais que les informations, les infos de 20 heures, je trouve ça hyper anxiogène. Ça doit faire 10 ans que j'ai pas regardé les infos à la télé parce que c'est la guerre, il y a eu un accident ci, il y en a un accident là. Oui, bon ça après en plus on peut le savoir, en discutant, mais mm. c'est que de l'anxiogénité pour moi, c'est affolant, quoi. Oui, et puis c'est manipulatoire. Bon, vous l'avez compris aussi, vous, les nouvelles générations. Vous avez compris que c'était juste de la manipulation. Donc,
Enfin, je sais pas, je pense que beaucoup d'entre vous le comprennent. Je connais des gens jeunes comme toi. Vous l'avez compris. Et donc il y a quelque chose de nouveau qui se dessine. Moi, je recommande aux gens effectivement de diversifier leurs sources d'information, de s'intéresser au monde, de ne pas se voiler la face, hein, littéralement, de ne pas se cacher les yeux en disant je ne veux pas voir parce que c'est trop compliqué, ou je ne veux pas voir parce que ça a trop de conséquences pour moi, pour mon bien-être, pour mon équilibre. Je préfère croire que les gens qui passent à la télé sont des gens bienveillants, qui veulent que notre bonheur, qui veulent pas nous piquer notre argent et qui veulent que notre santé, parce que c'est totalement faux. Ce sont des êtres humains ordinaires qui sont à notre image. Et ils sont capables quelquefois de belles choses, mais aussi ils sont capables, comme nous, des pires choses qui soient. C'est ça. Et en particulier quand on leur donne le pouvoir entre les mains. Ok, Il n'y a ok. pratiquement pas de limite. Bah, c'est le problème. Bon, il y avait plein d'autres points que j'aurais aimé aborder sur ce podcast, comme l'une de tes vies antérieures que tu as passé dans un orphelinat, où ça a duré à peine 2 Elle était ans. rapide. Elle a été très rapide. Une autre dans le futur, au 23e siècle, justement. Il me semble que Oui, c'est celle oui, en Chine, si je me trompe pas. oui, la Euh, suivante. c'est ça, le projet Salana, la traque de MK Ultra, bref, encore plein de Oui, choses à découvrir pour les futurs lecteurs, mais bon, on va leur laisser un peu de surprise quand même, on va pas tout dévoiler ici. Donc je recommande, franchement, c'est très enrichissant et ça donne une autre vision. C'est pas vraiment le genre de livre que j'ai l'habitude de lire, mais j'ai été très agréablement surpris et franchement, c'est aucun regret, quoi. Aucun j'ai regret. déjà eu en avant-première. Hein. Ah ben, quelle chance! Quelle chance! Et du coup, j'aimerais te laisser un petit temps pour ton actualité, si tu en as une. Mon actualité, bon, ben, je m'occupe de la parution d'Ouragan en France. Déjà, c'est pas mal. Euh, je vais m'occuper également de la parution d'Ouragan en Roumanie, puisque 0,01% est déjà en Roumanie depuis quelques mois, 6-8 mois. Euh, je prépare une conférence avec Shradalou à Bordeaux, où on va parler des vies passées et des vies futures. Et suivi le lendemain, donc ça c'est au mois de mai, le 8 mai je crois, et le 9 mai, on fait un atelier pratique sur la réminiscence des vies passées. Alors c'est un espèce de trailer, c'est un espèce d'échauffement qui pourra donner lieu à des formations dans le futur, puisque je fais des formations pour le voyageur du corps pour l'instant. Bon, on va voir si les gens sont intéressés, s'il y a de bons résultats par rapport à ça. Quand je construis mes séminaires, ils ne sont inspirés par rien d'autre et par personne d'autre que moi-même et mon expérience. Alors D'accord. ça me paraît extrêmement prétentieux, mais je ne regarde pas ce que font les autres. Je ne sais même pas ce qu'ils font. Ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai suffisamment de background, de bagage pour me dire, tiens, comment intégrer ses vies passées, comment s'en souvenir mieux, comment comprendre la figure générale de tout cela, où est le sens, comment équilibrer sa vie personnelle biologique actuelle. Bon, toutes ces choses-là, voilà, je ne cesse d'y réfléchir, et donc c'est ce que je me propose d'apporter lors de cette conférence avec Shradalou et cet atelier donc qui aura lieu à Bordeaux le 8 et 9 mai. Ensuite, nous allons aller en Roumanie pour un workshop de 3 jours. L'année dernière, on a fait un workshop d'une journée. Et puis nos amis roumains, c'est des gens très intéressants, même s'ils sont un peu bousculés au niveau politique, hein, c'est ce qui se passe en ce moment, m'ont beaucoup étonné par leur intérêt pour ce genre de sujet, et aussi qu'ils sont beaucoup plus polyglottes que j'imaginais, parce qu'ils parlent assez souvent français et anglais, un anglais tout à fait honorable. Voilà, donc voilà, la Roumanie s'est trouvée être un des pays où on va intervenir de plus en plus. Je sais que j'ai beaucoup de demandes pour retourner au Québec, au Canada, mais pour l'instant, on n'a pas le temps de faire tout ça, je dirais. On a 2 grands stages d'été pour les voyageurs du corps qui auront lieu en juillet et en août dans les Pyrénées. Et puis après, on partira en Grèce. Enfin bon, Anne et moi, on voyage énormément. Et c'est pas fini. Voilà, c'est le programme pour Bah, l'instant. à ce moment-là, moi, je vais te faire une demande de venir en Normandie pour faire une conférence. Ce sera encore plus simple. C'est où en Normandie? C'est où? Alors moi, je suis à 30 minutes de Deauville à peu près pour situer. Moi, Ok, je vois. c'est assez limpide comme ville, comme point de repère. J'ai grandi à Voilà. Pont-l'Évêque, moi, tu vois. D'accord. D'accord. Bah écoute, j'y suis allé à l'occasion, tu as pu le lire, à l'occasion de l'histoire de MK Ultra. C'est ça, Je suis allé à en Honfleur. fleurs, À en Honfleur. fleurs.
J'ai fait le trajet et puis crois-moi que c'est loin, hein, pour moi. Ah bah oui, j'imagine bien. J'imagine bien. Donc voilà, écoute, il me reste plus qu'à te remercier. Merci à toi. Donc le livre, il sortira avant la parution du podcast. Donc Oui, il va sortir c'est dans les jours prochains, ouais, sur ouais, c'est Amazon. ça. Bah c'est super. Donc foncez, franchement, hésitez pas pour ceux qui hésitent encore, ça sert à rien. Euh, je te remercie du fond du cœur pour le temps que tu m'as accordé, pour la confiance que tu m'as fait en m'envoyant le manuscrit. Ça fait chaud au cœur des gens qui font confiance aux jeunes podcasteurs comme moi. Et oui, eh oui, Et ça va c'est dans le bon sens. exactement, ouais, c'est vraiment top. Donc encore une fois, merci. Merci à tous ceux qui auront écouté, auront pris le temps, et j'espère que ça vous aura plu. Bonne journée. Merci Au à revoir. toi, Charlie. Au revoir. Ciao. Ciao, ciao.